Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Kevin Carrière nous présentera le Zoom de la semaine, sans oublier la question du jour, le débat avec la nomination du Ballon d'Or de Sportez-vous bien. Et enfin, nous recevrons l'international français et joueur du Stade Toulousain, Cyril Bay. Avec nous ce soir, Marek Keta. Bonsoir Marek. Bonsoir à tous. Mehdi Guillonneau. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Et Kevin Carrière. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et Lucas Serdic, bonsoir Lucas pour le retour, mais Lucas est en retard, il prend les bonnes habitudes tout de suite. Enfin un vrai retard. Il va arriver dans 2-3 minutes. Ça devait arriver. Il est excusé, il est dans les bouchons, mais il arrive, il m'a même en bon employé bénévole appelé pour me dire... Entre Lucas en retard et vous avez failli réveiller Marek au moment où on a mis les casques. Je vous dis pas, ça commence bien. Le son était trop fort ? Ah non, non, c'est juste j'avais zappé qu'il il est dans le studio. Vous lui racontiez des histoires juste avant, lui il était dedans. On était bien là au chaud dans le studio. C'est vrai qu'on se racontait 2-3 anecdotes du stadium et tout hors antenne bien évidemment. Mais voilà, Coraline, bonsoir. Et un grand retour, un immense retour. Romain, bonsoir. Romain. Comment ça va ? Est-ce qu'on vous a manqué un petit peu ? Beaucoup. C'est ça vrai fait 2 mois que je n'étais pas venu, donc c'est vrai, parce que depuis septembre, je crois. Si vous le permettez, on l'explique aux auditeurs, vous n'étiez pas là, parce que vous travaillez tout simplement exactement, à côté, voilà. De nuit, dans, je peux le dire, hein, dans un fast-food, oui. dans la restauration rapide, on va pas citer la marque, bien évidemment, mais voilà, et donc vous êtes le retour. Vous êtes là la semaine prochaine ? Normalement, oui. Combo parfait, 2 semaines de suite, c'est fantastique. On finit l'année en beauté. Et vous claquez pas Romain, vous claquez pas. Romain, ne demandez pas une augmentation, c'est pas possible. Ça, non, pas de souci là-dessus. Ah bah il peut toujours la demander, il peut doubler son salaire, 2 fois 0. Voilà, exactement. Coraline, il y a un énorme sourire, il y a une bonne humeur chez Coraline. Je me demande pourquoi. Est-ce que la section paloise n'aurait pas gagné un match de Coupe d'Europe cette semaine ? La section paloise a gagné un match, moi ça me suffit déjà. Par contre, on doit vulgairement parlant, et désolé, hein, on doit se faire la gueule aujourd'hui, je crois, hein, par rapport à demain. Par rapport à demain, le Post-Sochaux, ouais. Parce qu'il y a Post-Sochaux en football demain, donc si vous le permettez, je vous laisse de côté un peu. Et si vous voulez, on s'en va pendant une heure discuter de Post-Sochaux, allez-y. Donc, mais ça sinon aurait ça été va. possible. Vous avez passé un bon week-end. Très bon week-end. Le rugby a laissé la pelouse correcte pour le foot de demain, parce que c'est le même stade. C'est une pelouse hybride, ouais, donc ils ont mis une pelouse ça va. hybride maintenant, ça bouge plus. C'est vrai, ouais. Tant mieux, parce que là, en plus avec la pluie et tout, je pense que... La pelouse de l'année dernière... Des sangliers sur la pelouse. Ah oui. Donc, bon, je vois que vous êtes prêts, messieurs, on va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception, des extraits vidéo et toute l'émission à retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram de Sportez-vous bien. Je vais commencer par Mehdi Guillonneau. Alors, je pensais qu'on allait attendre Lucas. Je vais commencer par Lucas Serdic. Non, Lucas arrive. Non, mais même pour ça, je pensais qu'on allait attendre Lucas parce qu'on C'est vrai évoquera un peu le PSG. Est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on laisserait pas Marek Keta ou Kevin Qu'est-ce qu'on en pense ? Je ne suis plus maître de mon émission maintenant. Non, mais vu qu'on va évoquer le PSG, je me suis dit que en tant que spécialiste. Allez, je vais me Marek Keta. Je vais me reposer encore. Il voulait dormir. On va parler des... Vous, c'est un coup de cœur. Oui. Le voilà, il est tout beau. Sourire à la caméra. Et voilà, je me tourne vers vous, Marek Keta. Oui. Comme quoi, le timing était parfait. Oui. Je veux pas dire, on voit le spécialiste de l'émission parce que il a entendu PSG, il est arrivé. Voilà, c'est ça. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Je vous laisse reprendre votre souffle. Ça va, regarde. C'est bon ? Oui. Parfait. On sent le sportif de haut niveau quand même. Hein. C'est maîtrisé tout ça. Bon, Marek, on peut y aller, messieurs. Enfin, on y va, messieurs. Marek Keta, on va parler d'un coup de cœur, coup de gueule, même pas, c'est plus gueule, j'ai l'impression, sur les Jeux Olympiques, les disciplines à Paris 2024. Oui, et en particulier, une actu qui est passée un peu, je trouve, à la poubelle la semaine dernière, c'est la suppression du 50 km marche masculin aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est une décision qui a été actée il y a une semaine, on aurait pu en parler déjà lundi dernier, mais... je n'étais pas encore au courant, donc la discipline va tout simplement être supprimée pour Paris 24 et elle sera remplacée a priori par une épreuve de marche mixte, encore à déterminer. Donc le 20 km marche hommes et femmes, lui, est maintenu, mais voilà, on a quand même la disparition de l'épreuve majeure. En plus, c'était une grosse chance de médaille pour nous. C'était une grosse chance de médaille, qu'on ne se le dise pas, avec évidemment Yohann Diniz, recordman du monde en 2014, oui, avec son record du monde au championnat d'Europe à Zurich, si je me rappelle bien.
Et c'est une grosse perte de médaille, mais c'est surtout une perte d'une discipline parce que le 50 km marche masculine, c'est quand même, ça représente toutes les valeurs de l'olympisme en fait, si vous voulez. C'est l'abnégation, c'est le cœur, le courage, c'est évidemment l'endurance et voir disparaître ça me fait vraiment un pincement au cœur. Surtout pour des raisons qui sont assez floues. On parle de parité. Parce que en fait, par rapport à Tokyo où on a 11 500 athlètes, on veut passer à 10 500 pour Paris 2024 avec une parité homme-femme 50-50. Et la discipline... Oui, parce qu'on précise que les femmes ne le faisaient pas. Les femmes ne font pas le 50 km. Okay. Ouais. Elles le faisaient depuis 2 ans en championnat du monde, mais par exemple à Tokyo, ça n'aura pas lieu. Pourquoi ne pas le rajouter Pourquoi ne pas le rajouter mais c'est ça la question en fait, c'est pour ça. Donc, pourquoi ne pas rajouter Pourquoi ne pas rajouter les femmes? Justement parce qu'ils veulent obtenir une réduction du nombre d'athlètes. Voilà. Alors on va peut-être recevoir durant la fin de la saison des sportifs d'escalade, mais sans manquer de respect à cette discipline. On en parlera avec notre invité dans la saison, on l'espère. On rajoute le breakdance, on rajoute l'escalade. À côté de ça, on rajoute 4 disciplines. Oui, voilà. c'est ça. Et par contre, on enlève donc les 50 km marche. On a déjà enlevé depuis un moment, c'était quoi la lutte gréco-romaine qui était par exemple au JO de Pékin 2008. Ce sont des mythes des Jeux Olympiques. Ça, moi, et on enlève des mythes sans manquer de respect. Le breakdance et puis l'escalade. Bon, mais exactement. Non, mais c'est pas pour dénigrer les autres sports. Moi, je trouve que c'est une richesse de faire rentrer des sports comme le breakdance. Au contraire, évidemment. Donc c'est le skateboard, le surf, l'escalade et donc le breakdance qui vont rentrer. On en a 4. C'est pas pour les dénigrer, mais c'est sûr. Mais si c'est pour enlever d'autres disciplines comme le 50 km... Il faut une limite d'athlètes pour les Olympiades. Après, il y a une chose aussi, par exemple pour le surf, j'ai lu des interviews des Français, c'est pas qu'ils en ont rien à faire, c'est-à-dire qu'ils vont le faire par exemple en France à l'autre bout du monde, et puis en fait ils le prennent comme juste une manche de plus de Coupe du Monde. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'ils seront pas forcément. Ils vont pas le faire en Méditerranée ni en Atlantique, mais ils vont le faire du côté d'Haïti, je crois, ou Tahiti, pardon. Donc, ils vont le faire de l'autre côté. Ils vont le faire de l'autre côté de la planète, quoi. Voilà, donc ils ont même pas envie de le faire entre guillemets. Il n'y a même pas l'esprit olympiade. Ils sont contents, mais tu sens pas non plus une passion débordante pour ça. Alors que le 50 km marche, c'est une discipline qui existe depuis 1932 ou 39, je ne sais plus, et qui surtout procure un vrai plaisir à regarder, quoi. Il y a quand même un challenge. C'est un symbole de dureté parce qu'on connaît effectivement il y a le marathon, la course, alors 50 km marche, on se souvient des JO de Rio avec la chaleur, etc. Tout le drama qu'il y a autour, et peut-être que ça a joué là-dessus aussi, la dureté de la discipline avec notamment l'augmentation des températures moyennes. Oui, on laisse le marathon classique, mais ils veulent baisser la distance du marathon et le faire passer à 35 km. Mais à ce moment-là, la discipline, elle a plus d'intérêt. C'est plus le marathon. Ben non, c'est plus parce que si vous voulez, si vous passez d'une marche de 50 à 35, l'intérêt de la marche de 50, c'est l'endurance. C'est à partir de 35 que ça devient intéressant. Ouais, ça devient une course, sinon à 35. Et où est l'intérêt? C'est ça. Moi, 50 ou 35, je suis mort au bout de 2 km. Mais c'est vrai que pour les sportifs de haut niveau, la différence de 12-13 km, elle est ultra importante et elle se voit. Et pour terminer sur l'aspect de la marche, c'est aussi des chances de médaille pour des petits pays, parce que la marche, c'est universel. C'est quelque chose qui existe dans tous les pays. C'est pas comme le surf qui est réservé peut-être à des pays côtiers, etc. Mais la marche, c'est assez universel. Voilà. Donc c'est des chances de médaille qui s'en vont pour nous, certes, parce qu'on a le meilleur marcheur, peut-être le meilleur athlète du monde dans la discipline, mais pour d'autres petits pays, voilà, notamment africains, par exemple. Je rigole, je fais une parenthèse, c'était très intéressant ce que vous disiez, Marek. En fait. Merci bien. Mais c'est juste que Lucas piquait mon stylo, il est en train de se rendre compte que c'était un stylo Sochaux. Je regrette vraiment d'avoir écrit. Il écrit bien, non? Il écrit bien en plus, ça me fait mal de le dire. Ouais. Je me tourne vers vous, Kevin Carrière. On va parler de rugby, même si on va en parler tout à l'heure avec notre invité Cyril Baille, l'international français et joueur du Stade Toulousain, le pilier. Mais on va quand même parler des clubs français en Champions Cup, parce que le Stade Toulousain a gagné vendredi, mais pas que. Il y a une bonne santé des clubs français en Coupe d'Europe là, ce week-end. Ouais, exactement. 8 clubs étaient engagés et 7 l'ont emporté. Ça a commencé vendredi soir avec le Bordeaux qui se déplaçait à Northampton. Un gros match serré, un léger avantage pour les Anglais, mais qui n'arrive pas à conclure. Et puis le match se décide sur un coup du sort. Jalibert, la pénalité sur le poteau, 2 rebonds favorables et Cordero qui finit. Donc une victoire importante pour Bordeaux, puisqu'à l'extérieur, on sait que tous les matchs comptent dans cette compétition. Et puis le lendemain, il y a Clermont, pour moi le plus beau match de cette journée, avec énormément de jeux, ça a écarté tous les ballons, chaque mêlée aux touches, c'était un lancement de jeu des deux côtés. Il y a eu un gros Bristol en face, mais pas de radradra, donc
c'était un peu plus faible qu'à l'habitude, mais la ligne arrière de Clermont était très en forme, notamment Matsushima, l'arrière japonais, qui a inscrit 3 essais et un retour de Damien Penaud en forme. Donc grosse victoire bonifiée pour les Jaunards qui affronteront le Munster. Et puis dans la soirée, il y a eu La Rochelle, un peu le même match que Bordeaux, du combat, beaucoup de mêlées et puis 2 rebonds encore qui ont permis à La Rochelle de s'imposer. Et voilà, donc une très belle opération puisque La Rochelle affrontera Basse la semaine prochaine, qui s'est incliné contre les Scarlets. Donc plutôt belle option pour La Rochelle. Ouais, voilà, un bon résultat. Et puis le week-end s'est terminé par un match, peut-être la copie la plus pâle dans les victoires, c'est celle du Racing, qui a énormément souffert face au Connacht. Et bon, ça s'est imposé avec le bonus, donc le bilan comptable est bon, mais ça n'a pas impressionné, quoi. Vous êtes et d'accord? Le stade Le stade qui a gagné vendredi avec le bonus offensif. C'est vrai que le bonus c'est sorti d'un piège. C'est pas le même le bonus offensif en Coupe d'Europe qu'au top 14. En top 14, il faut avoir 3 essais d'écart, donc 3 essais à 0, 4-1, 5-2, enfin vous avez compris, ou plus. On ne le dira pas parce qu'il n'y a pas Maxime, mais c'est n'importe quoi d'ailleurs. C'est n'importe quoi, mais je pense que Maxime est d'accord. Mais en Coupe d'Europe, c'est juste 4 essais. C'est-à-dire que si les deux équipes mettent 4 essais, c'est bonus offensif pour les deux équipes. Ça ouvre un peu plus le jeu, c'est ce qu'ils recherchent, non? Ouais, ça fait plus de bonus offensifs. Et même quand on perd, on peut aller chercher le bonus offensif. Et donc, défensif. Et défensif. Donc, donc si on voilà. perd par moins de 7 buts et en plus on a mis 4 essais. Essai. But, 7 points, pardon. Oui, vous m'avez compris. Le Sochazien qui parle de rugby. 7 buts, vous avez jamais vu 7 buts à Bonal, alors ne racontez pas des salades. Ça s'arrange pas. Lucas, les clubs français sont en bonne santé dans une compétition. On en a parlé la semaine dernière. On va poser la question à Cyril Bay. Un peu bizarre, mais au moins ils sont rentrés tout de suite dans le vif du sujet. Oui, moi j'y ai pas tout compris, mais on avait l'air de dire que dès le premier match, si on le perdait, c'était fini. Alors bon, pratiquement, c'est un 32e de finale, une sorte de, on va dire ça. Donc bon, c'est un peu dommage que ce soit aussi compliqué et que ça se joue direct comme ça, mais en tout cas, l'important c'est de les gagner. Du coup, ces matchs-là, et les clubs français ont su bien le faire. Le Stade Toulousain en tête, donc on est ravis. Un autre club français qui se porte bien, c'est l'Olympique Lyonnais. On va changer de sport, on va partir sur le football. Alors vous, c'est un coup de cœur et un coup de tristesse. On a appris la nouvelle. On va commencer par ça, ouais. On commence par quoi? Le coup de cœur ou le coup de tristesse? On va commencer par le coup de tristesse. C'est ça, le décès de Gérard Houllier dans la nuit. Exactement, Gérard Houllier, figure du foot français, est décédé à 73 ans. Je dis figure du foot français parce que une grosse carrière d'entraîneur, pas de joueur. C'était un joueur amateur, il n'a pas de carrière de joueur professionnel. Mais par contre, il est champion de France 86 avec le PSG, sélectionneur de l'équipe de France entre 92 et 94. On se souvient, enfin Lucas s'en souvient, de France-Bulgarie. Non, vous savez quel âge en 93? J'avais 5 ans, non, je m'en souviens pas. Mais voilà, le triste France-Bulgarie où la France se fait éliminer pour la Coupe du Monde 94. Il a ensuite aussi entraîné bien sûr Liverpool, où il a remporté une Coupe du UEFA et une Coupe d'Angleterre, double champion de France avec l'OL en 2006-2007. Il était aussi le DTN à Naïsna, donc l'équipe de France a fait des pas un gros souvenir peut-être pour lui. Il était au DTN pour 98 aussi. Hein. Exactement, oui, c'est vrai aussi. Et depuis quelques temps, il avait pris du recul parce que justement pendant la période où il entraînait à Liverpool, il avait subi une dissection aortique. Donc voilà, c'est un souci qui impose une grosse opération. C'est quelque chose de base dont on se remet normalement voilà, pas. Exactement. Il a été sauvé à quelques minutes près. Il était un peu, il a été en sursis. Il a continué à entraîner derrière, mais après on lui a dit stop pour des raisons de santé. Là, depuis quelques temps, il était notamment conseiller extérieur pour l'Olympique Lyonnais. Il prenait beaucoup de décisions avec Jean-Michel Aulas et Vincent Ponceau. Voilà, c'était un peu les trois au-dessus de Juninho. Consultant donc, toujours aussi. Toujours consultant. Il a travaillé. C'est notamment lui qui est à la base du projet Red Bull, avec Ralph Rangnick aussi. Donc voilà, grosse figure du foot français. J'ai envie de mettre Gérard Houllier au même titre qu'Arsène Wenger. Ce sont des personnes, quand ils parlent de foot, on se tait et on écoute. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Et puis en plus à Liverpool, il fait partie de ces rares entraîneurs français qui ont quand même réussi à faire quelque chose de grand à l'étranger. Vous le comparez à Arsène Wenger, c'est évidemment une bonne comparaison. C'est lui, et d'ailleurs tous les joueurs de Liverpool de cette époque-là le disent, Jamie Carragher en tête, c'est lui qui a remis Liverpool, qui a réappris à Liverpool à gagner à une époque où ils étaient vraiment au fond du trou avec un fantastique triplé saison 2000-2001. Et effectivement,
il laisse une trace indélébile pour les supporters des Reds, et déjà ça veut dire beaucoup de choses pour un entraîneur français qui n'était pas joueur professionnel. Le clin d'œil, ça n'existe pas normalement ça. Le clin d'œil, si vous me permettez l'expression, c'est malheureusement nous quitter au lendemain du match Paris-Lyon. Ces deux anciens clubs, on va venir sur le match. Lyon a fait une énorme perf, une grosse perf, fait un gros coup au classement, et finalement les 4 premiers se tiennent en 2-3 points. Exactement, Lyon a battu Paris et a vraiment battu Paris, c'est-à-dire que ce n'est pas un coup de chance où d'habitude quand les équipes, quand elles battent le PSG, il faut une part de chance. Là non, Lyon a notamment bien dominé la première mi-temps, même s'ils ont reculé un peu volontairement en deuxième mi-temps. Et moi ça m'a fait dire une chose, c'est que c'est peut-être l'année ou jamais, pas seulement pour Lyon, je parle aussi de Marseille, de Lille, de ces clubs-là, parce que je vois vraiment Paris malade. Les stars ça va pas du tout, on ne sait pas qui c'est qui va partir en fin d'année. Thomas Tuchel, ça sent la dernière année aussi. Pour le PSG, c'est le plus faible total de points depuis 2011-2012. Voilà, donc c'est depuis le titre de Montpellier. Donc pour vous situer. En plus de ça, Marseille, la Ligue des Champions, c'est terminé. Ils ont 2 matchs de retard, donc ils peuvent passer devant. Ils peuvent prendre 4 points d'avance potentiellement sur Lyon et Lille. Lyon a un effectif mais monstrueux sans jouer de Coupe d'Europe. Voilà, il y aura sûrement pas de Coupe de France, ça c'est encore en suspens. Mais voilà, et il a plus de Coupe de la Ligue, donc ça veut dire des matchs en moins aussi. Donc moi, je me dis vraiment que c'est l'année ou jamais et qu'on a un successeur à Monaco, à la grande saison de Monaco. Et je me dis que Lyon, c'est peut-être l'équipe la plus forte pour le faire et battre le PSG, tout simplement. Nous sommes à la 14e journée. La dernière fois que Paris n'a pas été leader à la 14e journée, c'était en 2017, la saison 2016-2017. Et c'est Monaco qui a été champion de France avec un certain Kylian Mbappé qui avait éclos. J'écarte pas Lille non plus. Lille qui a le plus beau jeu en France, je les écarte pas. Vous croyez au titre du Paris Saint-Germain, vous croyez au titre de Lille, de Lyon, de Marseille sur la durée? C'est ça la question, est-ce que ces équipes peuvent tenir la cadence d'un Paris Saint-Germain? À l'heure actuelle, oui, mais on sait que sur une saison, ça peut être plus compliqué, Lucas. Oui, bien sûr, c'est possible, d'autant que j'ai pas l'impression que le club parisien soit spécialement mobilisé autour de cet objectif. Je pense notamment en premier lieu aux joueurs qui à mon avis ont autre chose en tête, et un joueur comme Neymar, moi je trouve le match qu'il a fait hier le montre. C'est-à-dire quand il veut faire gagner son équipe, il joue pas comme ça, il joue pas à faire 4 dribbles, puis à revenir et à tenter un sombrero je ne sais comment. Quand Neymar a envie de jouer pour l'équipe, il l'a fait gagner, et quand il a envie de jouer pour lui, il l'a fait souvent perdre dans ces gros matchs-là. Ça dépend de l'adversaire. Kevin, vous voyez qui? Lille, Lyon, Marseille, ou tout simplement le PSG qui va pas se faire rattraper, qui va pas se faire avoir sur une saison complète? Plutôt Lyon, c'est le meilleur effectif, je pense. Lille, ils ont encore la Coupe d'Europe, on ne sait jamais, ils tombent contre l'Ajax. C'est quand même un gros tirage, mais bon, ça fait déjà 2 matchs en plus. Ouais, ça va être une belle confrontation. Et après, Marseille, je ne les vois pas sur la durée. Un manque devant, il n'y a pas grand monde, je pense. Donc, même si Benedetto revient, un petit manque d'effectifs. Il y a eu le tirage au sort donc, de la Ligue Europa, il y a eu Lille-Ajax, il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions, où il y aura le remake de ce fameux 8e de finale de 2017 entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Il y a eu un troisième tirage au sort entre le tirage au sort de la Ligue des Champions et le tirage au sort de la Ligue Europa. Il y a eu le tirage au sort d'un autre sport, mais extrêmement important, de la Coupe du Monde de rugby France 2023. C'est votre coup de gueule, Lucas Serdic? Ouais, déjà ça m'a gonflé cette cérémonie, franchement, je vais vous le dire, ça a duré quand même 3 quarts d'heure, 1 heure pour pas grand chose. On a même eu le droit au passage de Manu. Mais sans parler de ça, mais on en a déjà parlé dans ce studio, c'est cette aberration de faire un tirage au sort 3 ans avant, quand les 2 tiers seulement des équipes qualifiées sont connues, quand on sait que les têtes de série sont décidées quasiment 4 ans avant la Coupe du Monde. Que la France, pays organisateur, est dans le chapeau 2. Bon, ça je mais c'est à la limite, on s'en fout. Moi, je trouve que le mérite sportif doit l'emporter là-dedans, donc pourquoi pas, mais le mérite sportif, c'est... Surtout que le classement avait été arrêté plus tôt encore que d'habitude. Voilà, janvier 2020 pour une Coupe du Monde qui se jouera en septembre 2023. Donc c'est quand même quelque chose d'incroyable. Par exemple, si le classement a été pris aujourd'hui, déjà, la France aurait été dans le chapeau 1 et ne serait pas tombée dans la poule de la Nouvelle-Zélande. Bien que, je le dis, la France à domicile, vu comment elle joue aujourd'hui, ne
doit avoir peur de personne, et cette poule-là avec la Nouvelle-Zélande, si ça se jouait là dans quelques mois, j'ai envie de vous dire même, je dirais que les Français sont presque favoris, mais bon, dans 3 ans, ce sera bien différent, et c'est ça que j'ai envie de critiquer aujourd'hui, ce système-là. Et ce sont les propos de Maxime Brossard qui l'avait dit ouvertement la semaine dernière, que l'équipe de France fait partie avec l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande des favoris à la Coupe du Monde. Là aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, il a bien aujourd'hui, mais dans 3 ans. Grâce au tirage, on sait déjà qu'ils sont presque en quart de finale, parce qu'effectivement, on joue la Nouvelle-Zélande, mais on a chopé l'Italie. En 3e équipe, c'est l'équipe qui est censée être la plus faible, quoi. L'Italie, c'est pas. L'Italie aujourd'hui est 14e nation, mais dans 3 ans, c'est pareil. L'Italie, on ne sait pas. Mais on peut se douter quand même qu'il vaut mieux attraper l'Italie que les Fidji. Les autres, c'était les Écossais. L'Écosse, ouais. Voilà, c'est quand même mieux. L'Argentine. Et l'Argentine également, qui était dans le chapeau 3. C'est quand même un très bon tirage. C'est un très bon tirage, mais un tirage aujourd'hui, encore une fois, pour moi, ça veut rien dire. C'est pareil que pour le Barça et le PSG. Je trouve que ça veut rien dire aujourd'hui. Dans 2-3 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Ouais. Et on demandera à Cyril Baye, qui devrait jouer la Coupe du Monde de rugby avec l'équipe de France, son avis, bien évidemment, sur cette phase de poule où la France est dans le chapeau A. Merci messieurs, on va pouvoir passer au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine, on avait parié la semaine dernière sur du rugby, on va reparier sur du rugby, on avait parié sur la Coupe d'Europe, on va parler sur la Pro D2, on avait parié sur Ulster, Stade Toulousain, écoutez ce qui s'était dit. Ulster, Stade Toulousain, Mehdi Guillonneau. 19-28. Maxime. 14-25. Kevin. 17-21. Coraline. 23-30. Marek. 16-25. Et moi je vois un 10 pour Ulster et je vois un 29. Allez, pour le Stade Toulousain. Donc, résultat 29-22 pour le Stade Toulousain, donc c'est un plus 7. Coraline a gagné, elle avait trouvé plus 7, elle avait donné 30-23. Et je marque aussi un point pour la simple et bonne raison où j'ai donné plus 19, mais j'ai trouvé le 29 du Stade Toulousain. Donc je suis trop fort. Il s'attribue des points comme ça. Ça lui arrive. J'en avais donné à Lucas quand il avait trouvé un point d'écart et tout. Donc moi, c'était beaucoup plus impressionnant que ça. Il y a 19 points d'écart, le mec il se donne un point quoi. Ben pourquoi ? Parce que je trouve le 29 non, du Stade Toulousain. Vous êtes jaloux. J'aime pas ça, vous êtes jaloux. C'est lui qui a le plus gros écart, la plus différence avec le score. J'avais deviné que ça se terminerait au bout de 80 minutes de jeu, voilà. Le Zoom de la semaine, on reste sur du rugby, Kevin Carrière, mais on va parler du derby de Pro D2 entre Montauban et Colomiers ce week-end. Ouais, exactement, Montauban-Colomiers, donc Montauban 10e au classement, le ventre mou, ils sont donc du coup 10e à 9 points du 6e et à 9 points du 15e, donc le ventre mou parfait, mais à domicile c'est très solide avec 5 victoires en 6 matchs, et ils affrontent Colomiers qui était venu gagner l'année dernière, un match à suspense où Thibaut Girard avait donné la victoire dans les dernières secondes grâce à une pénalité. Mais dans ces derniers matchs, Colomiers, c'est très peu convaincant, très peu d'essais marqués, beaucoup de matchs serrés. On a eu même le match nul annoncé par Mehdi contre Oyonnax. Et la dernière victoire face à Grenoble, 15-12. Et Montauban est privé de son meilleur réalisateur, Jérôme Bosviel, qui est sans doute blessé et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Et après, un petit point faible, c'est les Molles. 2 essais encaissés de cette manière à Rouen pour l'USM Montauban, qui s'était incliné 22-8 la semaine dernière. Et les groupés pénétrants qui sont également un point fort des Columérins, donc un point à suivre. Le match c'est ce week-end, Montauban-Colomiers. Messieurs, je les veux dans l'ordre, messieurs, dames. Montauban-Colomiers, Lucas. Réfléchissez bien. 13-16. Ça correspond pas à la chemise. Mehdi. Elle est verte. C'est pour ça. 18-15. 18-15. Marek. Moi je voyais 16-18. Kevin. 12-16. Coraline. 19-16. Romain. 14-19. Et moi je donne un 6-22. Voilà, comme ça. Donc 6-22, et on me dit tout de suite que le 15 de France jouera, merci Lucas, une info de nos confrères, on va les citer quand même, de France Bleu Occitanie. Lors de la Coupe du Monde 2023, le 15 de France jouera au Stadium de Toulouse en novembre... en préparation. En préparation, pardon, en novembre 2021 ou novembre 2022. Donc le 15 de France viendra jouer au Stadium de Toulouse. Donc ce sera l'occasion de... Pourquoi pas contre la Nouvelle-Zélande ? Rêvons contre la Nouvelle-Zélande, un match au Stadium. Merci messieurs, on va pouvoir passer, là je vais m'amuser à la question du jour. Sportez-vous bien ? La question du jour. La question, les chroniqueurs ont 4 minutes pour trouver la réponse à la question. La question elle est très simple. Qui est Tony Brighton ? Est-ce qu'il habite à Brighton ? Du tout, mais c'est un Britannique. C'est un Britannique, ok. C'est un joueur Tony Brighton. Rugby, joueur de rugby. Du tout. Foot. Non.
Est-ce que c'est un joueur déjà? Non. Est-ce que c'est un arbitre? Non. Est-ce que ça a à voir avec le sport? Oui. Est-ce que c'est un... Non. Économie. Oui, ça a bien à voir Thierry avec le sport. Brighton? Tony Brighton. Thierry B-R-I. Brighton. Gérard Brighton? B-R-I-2-T-E-N. Avec mon accent, bien évidemment. Brighton. Ah oui, d'accord, sport pas d'hiver. du tout Brighton. quoi. Ça change tout, ça. Non, mais messieurs, Ça change tout. I am bilingue, vous le savez. Ah là là, Tony Brighton. Brighton. Ski, Du tout. sport d'hiver, Non. sport de pelouse. Et Coraline sourit parce que Coraline connaît la réponse exceptionnellement. C'est un palois. Du tout. Sport de raquette? Sport de raquette, non. Je vous ai dit que c'était pas du rugby. C'était pas du rugby. C'est un sport collectif? Sport collectif. Mais il est en lien avec le sport collectif, on est d'accord, Coraline. Ah, c'est C'est bien, j'ai la chance de pouvoir répondre. C'est le nom du trophée du championnat féminin de handball. Non, pas du tout. Bien vu. C'est un lien avec le handball? Du tout. Qu'est-ce qu'il y a en ce Qu'est-ce qui moment se passe en Pas ce moment? sport Ouais, c'est d'hiver, ça. pas foot, pas rugby, Ah si, pas foot. handball. Enfin, c'est en lien avec le foot, mais c'est pas un footballeur. Il me demandait si c'était un footballeur. C'est en lien avec le foot. Ouais, C'est en lien avec le foot, mais c'est pas un footballeur. C'est un entraîneur? Non, C'est un dirigeant? non. C'est pas un arbitre, c'est un supporter. Je suis serein. Un supporter, sans doute, mais c'est pas ce qu'on lui... C'est pas ce qu'on lui reproche. C'est un pas ce qu'on lambda. lui Est-ce qu'il a donné C'est un son nom meurtrier. Il a donné son nom à quelque chose? Son nom à quelque chose, non. Il a inventé quelque chose? Inventé, oui. Il a créé quoi, une compétition? Il a créé quelque Coraline, chose. quand vous voulez la réponse dans le cast numéro 1. Discrètement. Faites gaffe parce qu'on a... C'est l'inventeur du Community Shield. Je vais Non. le mettre sur le 5, ok? Non, de la réfléchissez, FA Cup. messieurs, vous Ah me oui, connaissez il y a- maintenant, vous savez Et on comment est je sur du marche. foot, Mehdi. C'est le nom du trophée de la FA Cup, du mais Community non. Shield, de la Ça a à Premier voir League. avec Gérard Rouillet et Liverpool. Du tout. À voir avec Liverpool, oui, pourquoi pas. Liverpool, pourquoi pas? Mais réfléchissez, messieurs, s'il vous plaît. C'est vous le nom de la- connaissez. Ah, mais moi, je suis là pour me détendre. Hein. Est-ce que c'est le nom d'un stade, d'un Allez. terrain? Non, du tout, du tout. C'est le nom de la rue où il y a un stade de foot. Voilà, pas du tout. Mais- Mais vous savez que... C'est le nom du premier stade de Liverpool. Du tout. Non, restez pas sur Liverpool à proprement parler. Non. Ça a à voir avec la première ligue? Du tout. Avec Une compétition anglaise? Une compétition anglaise, oui. Anglaise, non? Non. Écossaise, irlandaise? Je suis extrêmement déçu. Galloise. Extrêmement déçu. Non, du tout. Il m'énerve. C'est le premier buteur de Non, la Ligue des Champions l'a déjà fait. Ah, Premier buteur de la Ligue des Champions. non. Le nom du premier trophée de la Ligue des Champions. Non. Ah voilà, on se rapproche. Allez, Mais ça a à voir avec la Ligue des Champions ou pas? Oui, le nom du créateur de la Ligue des Champions. Avec la Non. Ligue des Champions? Oui. Euh, Bah quand même, il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions. Personne n'en a parlé, mais c'est Le premier qui a- C'est celui qui a tiré, Le premier qui a tiré tiré- les boules. Non, C'est celui qui arrivait pas à ouvrir la boule là. C'est celui qui a comment dire ça, qui a inventé le concept de la Ligue des Champions. non, C'est celui De qui a la inventé le première. tirage au sort il de la Ligue des non. Champions. non. C'est celui qui. C'est mythique, hein. C'est pas mythique, non. Si, c'est mythique. Non, ça m'énerve. Je pense que tous autour de la table, on le vénère. Et Coraline me dit oui. On le On vénère. je pense. Ah C'est ouais. celui qui a Ah, celui inventé qui a la créé chanson. l'hymne! L'hymne, bien joué. Ah, la chanson, il a dit Bonne réponse collective, Bien vu. on va dire. C'est celui qui a inventé l'hymne de la Ligue des Champions. Ulster, Stade Toulousain. Coraline voulait participer. Vous saviez qu'il y a 3 langues et qui disent Oui. la même chose? C'est ça. Ouais. Il y a Ok. 3 langues, donc il y a l'allemand, l'anglais et le français, et qui disent à chaque fois la même chose. Ce sont les meilleures équipes, les grandes équipes, une grande réunion. Ils sont les meilleurs, les grandes équipes. Voilà ce que disent. Elle est quand même mythique cette musique de la Ligue des C'est vrai que Champions. des paroles comme C'est- ça, c'est à mettre en avant. Non, mais merci, j'en suis C'était Reda. pour parler du tirage au sort, messieurs. Tony Qui- Britten. Très Ok. bien. Mais c'est un compositeur, du coup. Je vais essayer- c'est ça. Je vais essayer de me rassurer. C'était une bonne question, Lucas Sardic. C'était une. Il paraît qu'il a mis 6 ans à trouver les paroles. Non, en fait, il a tout simplement pris les paroles. Alors, c'est en anglais. Je m'excuse par avance. Il a arrangé l'hymne de Zadok the Priest qui sert au couronnement du roi de Grande-Bretagne de George II en 1727. Si vous écoutez, et vous allez écouter bien évidemment ce soir cette musique, c'est quasiment la même. Il a juste rajouté 2-3 trucs. Il l'a mis en version 1992, la date où il l'a créé. Il a rajouté les grandes équipes et machin, parce qu'au départ c'est longue vie au roi, longue vie au roi. Bah, il a enlevé ça, mais il a choisi les paroles que j'ai dites tout à l'heure. Et donc il a créé cette fameuse musique de la Ligue des Champions qui est mythique. On a beau l'écouter 5 fois par jour, on va toujours avoir les frissons. Et voilà. On l'a moins cette année quand même. C'est pas pareil quand il n'y a pas le public. Là. C'est exactement. Mais souvent dans certains pays, elle est sifflée parce qu'il y a l'UEFA qui veut instaurer une nouvelle compétition ou les trucs comme ça. Donc souvent en Angleterre, elle est sifflée souvent l'hymne. Ah oui, carrément. Ouais, carrément. D'accord. Donc voilà. C'était Donc, pour pas de parler respect. finalement de la Ligue des Champions, mais je vois qu'on n'a pas le temps, donc on se retrouve dans moins de 3 minutes pour parler du débat avec le Ballon d'Or. À tout de suite.
Sportez-vous bien. Le débat. En cette période de décembre, les yeux des amoureux du football devraient être tournés vers l'attribution du Ballon d'Or 2020, le Covid passant par là, et hop, pas de Ballon d'Or en 2020. Pas de panique puisque les chroniqueurs de Sportez-vous bien vont désigner leur Ballon d'Or en expliquant pourquoi. Déjà, une première question, et ça va rejoindre un petit peu l'avis de Lucas Serdic. Est-ce une bonne chose, messieurs, déjà avant de parler de cas par cas, d'attribuer le Ballon d'Or, de pas attribuer le Ballon d'Or cette saison? Lucas Serdic? Oui, pour moi, bien sûr. Oui. On devrait faire ça tous les ans. C'est vrai? Oui, alors on connaît l'amour que vous avez vous pour le Ballon d'Or, on va en parler. Marek, c'est une bonne chose de ne pas le donner alors 2020, Covid, c'était une etc. année si particulière, honnêtement. Est-ce que de toute façon, comme c'est toujours le vainqueur qui va regretter, mais oui, voilà, de toute façon. Puis tout le monde n'était pas à égalité. Comment dire, Dimitri Payet, on lui a enlevé 10 matchs quand même l'année dernière. Non, mais bon, la seule truc qu'on pourrait dire, c'est oui, il n'y avait pas les clubs français, ok, est-ce que ça fait une différence? Honnêtement, je pense pas, mais oui, c'était une année tellement particulière que... Mais moi, de toute façon, c'est pas un trophée qui va me manquer, hein. Je suis pour moi, le foot, c'est un sport collectif, et c'est vrai que j'ai un peu de mal avec cette récompense, de toute façon. Voilà, je plombe bien le débat. C'est ça, mais non, mais vous avez le droit, bien évidemment, mais j'ai l'impression qu'aussi qu'il y a tellement de trophées, le trophée du meilleur joueur UEFA, le trophée du Ballon d'Or, le trophée de la FIFA, etc. On a l'impression qu'il y a tellement de trophées que tout est en train de perdre du crédit. Mais enfin, même si la marque Ballon d'Or est quand même... Il y a eu le joueur FIFA quand même, non? Il n'y a pas eu le joueur FIFA, il est en ce moment. C'est The Best. Il est en ce moment, c'est The Best, et il y a 3 joueurs sélectionnés. Ronaldo, Messi. Exactement. Voilà. De toute façon, c'est toujours Ronaldo et Messi, et puis après, on choisit le troisième. Oui, 3 avant. Cette année, c'est Lewandowski. Par exemple, pour le meilleur gardien, il y a Alisson Becker, Manuel Neuer et Jan Oblak. Alors pour le meilleur entraîneur, il y a Flick du Bayern Munich, Klopp, et alors ils ont mis Bielsa. Voilà, donc c'est juste pour Bielsa qui est monté de D2 en D1 en Angleterre. Hein. Je veux dire, c'est juste ça, vulgairement parlant, c'est juste ça. Donc voilà. Lucas, pourquoi c'est une bonne chose pour vous cette année d'arrêter de pas désigner le Ballon d'Or 2020? Parce que oui, c'est une année tronquée, c'est une Ligue des Champions au rabais, c'est des championnats qui ont repris, mais pas tous. Même si effectivement il n'y a que la Ligue 1, et puis c'est une année sans supporters quasiment, hein. On y est quand même depuis mars. Jean Sureda, vous avez entendu, il l'a dit. Le PSG est allé en finale d'une Ligue des Champions au rabais, il l'a dit. Non, mais évidemment, mais j'ai jamais dit le contraire. Après, je préfère qu'il soit allé en finale qu'il soit fait sortir par l'Atalanta en quart piteusement, quoi. mais effectivement, non, je préférerais toujours qu'il se qualifie avec des allers-retours, des matchs serrés, avec des supporters, une ambiance bouillante. Voilà, ça vaut pas grand-chose pour moi cette année. Je comprends qu'il n'y ait pas de désignation. Et puis même, je sais pas, celui qui l'aurait eu, est-ce qu'il aurait été vraiment fier de l'avoir eu cette année? Je ne sais pas. Alors par contre, vous avez quand même donné un nom, vous avez donné le même que Kevin Carrère. Mehdi Guillonneau a un autre nom, mais il rejoint bien évidemment Kevin et Lucas, c'est Robert Lewandowski. Vous avez mis un autre nom pour moi, parce que c'est pas exactement ce que j'avais dit. Moi je vous ai donné 3 joueurs. Et je vous ai dit, vous ai dit quoi? Je vous ai dit, choisis-en un. Ah mais moi j'ai compris que je choisissais un entre deux, j'en hésitais entre deux. Ouais. Je crois qu'on n'y comprend rien, vous en parlerez tout à l'heure. Hein. On en parlera hors antenne, on réglera ça, messieurs. On a trouvé le match de boxe. Kevin Carrère, Robert Lewandowski, c'est une évidence pour vous? Son meilleur classement, 4ème du Ballon d'Or en 2015. Bah oui, c'est une évidence parce que Messi et Ronaldo ont pas fait leur meilleure saison, et puis le Bayern a tellement été au-dessus. C'est le joueur un peu avec Kimmich sûrement qui domine un peu cette équipe, donc c'est le meilleur buteur. Enfin voilà, c'est... S'il devait y en avoir un, ça aurait été lui, je pense. Vous êtes d'accord avec ça, Mehdi? Pourtant, c'est pas. Enfin, on parle du meilleur joueur. Alors, je veux pas me mouiller, je veux pas manquer de respect, et je me donne mon avis pour une fois. On parle du meilleur joueur par du meilleur buteur. Alors, meilleur buteur, oui, c'est Immobilier. Mais vous avez compris que Lewandowski est juste derrière. Mais bon, je veux dire, Lewandowski, il est pas super beau à avoir joué. C'est juste, mais il est juste. C'est un attaquant hyper complet. Mais m'attaquez pas, moi je donne mon avis. Il est juste en fin d'action, enfin en fin Non. Il fait des passes décisives, il participe au jeu. Décisive en coup du foulard il y a 2 mois, et il nous dit que le mec il fait que finir les actions. Une passe décisive en 40 matchs, les gars, ça va? Non, c'est pas une passe décisive, c'est un exemple de ce qu'il fait magnifiquement autre que marquer. Je vais vous filer un coup de main, Jean. Merci. Non, après pour moi c'est le meilleur joueur du meilleur effectif. Voilà, c'est-à-dire que peut-être que le Bayern le Bayern sera allé au bout. 11, quoi. Oui, il a la conclusion de 11. Après, ça n'enlève rien au fait qu'il sache tout faire. Hein. Mais bien entendu, mais ça c'est évident, bien sûr. Mais
Pour moi, il a pas. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Pour moi, voilà. Encore une fois, c'est un buteur qui serait récompensé et ce n'est pas. Le Bayern était déjà. Il y a tellement de joueurs au Bayern déjà qu'on aurait pu citer. Moi, j'hésitais avec Joshua Kimmich par exemple, mais on va le voir avec. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un numéro 9 quand on regarde. Ouais, oui, mais bon, c'est un buteur. On parle d'un buteur. Si vous prenez Ronaldo, vous prenez des gars qui ont marqué plus de 30 buts par saison. Quoi. Le dernier, c'est qui ? C'est Tchechenko en 2004. Non, mais Ronaldo et Messi sont indiscutables quand même. Je veux dire, mais après, en dehors de ces deux joueurs-là, effectivement, il y a quand même un mec qui crève l'écran. Pour moi, Lewandowski, il est largement au-dessus de tous les autres sur cette année 2020. Puis on parle du Bayern Munich. Est-ce que vous vous souvenez de la saison du Bayern Munich ? Quand on parle de Ballon d'Or aussi, il y a toujours la récompense à l'équipe. C'est même pas qu'elle a gagné, c'est qu'elle a écrasé toute l'Europe. Et il y a aucune équipe qui est juste à la moitié de ce qu'a fait le Bayern. L'impression de puissance, c'était fou. Je n'ai pas dit que le Bayern était mauvais, était surcoté et avait le niveau du TFC. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit qu'on parle du meilleur joueur du monde et que je suis désolé, Lewandowski pour moi n'est pas le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur de la meilleure équipe de l'année. Aujourd'hui, c'est ce que doit récompenser le Ballon d'Or. Non, aujourd'hui pour moi c'est le meilleur joueur du monde. Si. Ah ouais, sur cette année 2020, mais bien sûr, sur cette année 2020, il y a aucun doute. Je donne une petite stat depuis qu'il est au Bayern, c'est 236 matchs, 221 titularisations, 219 buts, 35 passes décisives. Je suis désolé, il y a 2 matchs où il n'a pas marqué quand il était titulaire. Ça veut tout dire. Non, mais après, il y a une chose. Il y a rien qu'une chose. Et en 2020-2021, il est à 19 matchs titulaires, 22 buts en Bundesliga, 7 passes décisives. L'année dernière, il était quand même sur les traces de Gerd Müller. Je ne sais pas si on se rend compte en championnat, c'est hallucinant. Voilà. Et puis même, je ne suis pas d'accord sur le côté unidimensionnel du joueur. Il participe beaucoup au jeu collectif du Bayern. Et quand il n'est pas là, ça se fait sentir aussi. C'est un 9 à la Benzema. C'est hyper complet. Un petit peu moins peut-être que Benzema en participation au jeu. Mais beaucoup plus complet dans ses finitions. Vous parlez de Gerd Müller, transition, on garde le nom de famille, on change de prénom, on passe à Thomas Müller. Vous, c'est l'un de vos choix qui, pareil, il est au Bayern Munich. Ouais, alors j'ai un peu lancé la pièce avec moi. Mon joueur peut-être préféré dans les clubs européens, c'est Joshua Kimmich. Alors j'ai mis Müller parce que je savais que ça allait faire parler et que la première réaction de Jean Sureda, ça a été de m'envoyer un smiley qui vomit parce qu'il n'aime pas peut-être le joueur. Il le trouve surcoté. Moi, je le trouve au contraire sous-coté parce qu'il a une carrière immense. Et comme par hasard, chers auditeurs, je vous promets que je n'ai rien contre Lewandowski, Müller, ni contre le Bayern Munich qui, je reprends les mots. Non mais si, Jean Sureda, arrêtez. Alors là, Jean Sureda. Mais non. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'Allemagne, Jean Sureda? Non, mais on peut en parler un petit peu. Il faut mettre ses rancœurs de côté. Il y a le CSA, pas l'antenne. Il faut mettre ses rancœurs de côté. Moi, je suis pleinement pour le Borussia Dortmund et pourtant, regardez, j'arrête pas de mettre en avant le Bayern Munich. Mais bien, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Enfin, le premier qui dit le contraire, il faut qu'il aille s'acheter des yeux. Bien sûr que le Bayern Munich a écrasé toute la planète, toute l'Europe. Donc le Ballon d'Or doit être dans cette équipe-là. Bien sûr, mais donnez-le à Kimmich, donnez-le à Neuer par exemple. Neuer, ça fait 15 ans qu'il est à ce niveau-là. D'ailleurs, il fait un bon match cette année. Il fait une excellente filade. Juste, bon, c'est pas non plus juste du coup, pour revenir sur Thomas Müller. Thomas Müller, moi je note souvent certaines choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Bayern a dominé, et c'était le cas aussi en 2012 quand ils ont battu le Borussia Dortmund en finale. 2013, pardon. Ouais. Et l'un des meilleurs joueurs est celui qui est en forme à chaque fois, c'est Thomas Müller. Quand on le met en confiance, je sais pas comment dire ça, le Bayern marche mieux. Et quand je dis pas que c'est le meilleur en lui-même, mais en fait, grâce à lui, grâce à ses performances, parce que le Bayern va mieux. C'est une âme. Exactement, c'est l'âme de l'équipe. C'est lui qui organise les barbecues, très important. Mais l'âme, il a pas pris sa retraite. Oh là là. Et quand le Bayern n'était vraiment pas bon sur la scène européenne, c'est quand Müller était mis de côté un petit peu. Guardiola le faisait beaucoup moins jouer, l'a un peu mis de côté, ça marchait pas du tout. Niko Kovac le faisait pratiquement jamais jouer, ça ne marchait pas. Ils comprennent pas que ce mec-là est intelligent. C'est sans doute un des joueurs les plus intelligents que j'ai jamais vu. Je suis d'accord. Dans son placement, dans ses choix, il fait jamais un truc qui n'est pas pour le collectif. Pas une seule fois. Jamais il va tirer alors qu'il ferait mieux de passer, par exemple. Il a rien de fou dans tous les domaines du jeu. Je pense qu'il y a 150 joueurs en Europe qui sont aussi bons que lui. Il fait pas un mauvais choix, c'est ça aussi. C'est une carrière soulignée. Moi, je trouve qu'au contraire, il est sous-coté. Et il est champion du monde avec l'Allemagne en 2014 en étant décisif lors de cette Coupe du Monde. Il avait mis 5 buts. Jeune en plus. Il avait mis 5 buts dans cette Coupe du Monde. Quand il marque un but, le mec il galvanise tout le monde, quoi. Il célèbre un but, il a gagné. Il a pas de dégaine, moi j'adore ça. Il y a un joueur qui a un peu de dégaine
Verstegen, un peu beaucoup même, qui est meilleur joueur de Première Ligue et meilleur passeur de la dernière saison de Première Ligue. C'est votre choix. Un peu surprenant, pourquoi pas, finalement. Pas tant que ça, parce que c'est le meilleur milieu du monde. On parle de Kevin De Bruyne, le joueur de Manchester City, le Belge de Manchester City, Marek. Pas tant que ça, parce que c'est le meilleur milieu du monde, le meilleur milieu offensif, c'est le meilleur 10. C'est le joueur, c'est le visage de Manchester City depuis peut-être 1 ou 2 ans, surtout cette année que City est dans une période de moins bien. C'est la lumière dans le tunnel, c'est le mec qui tient la lampe torche, quoi. Parce qu'en ce moment, Guardiola, ça marche pas trop et Kevin De Bruyne continue de performer. Voilà. Cette année, meilleur joueur de Première Ligue. Bon, il a pas, effectivement, c'est pas lui qui marque 20 buts par saison, mais il a égalé cette année le nombre de passes décisives de Thierry Henry. C'est pas rien. Et puis c'est quelqu'un qui c'est un milieu offensif moderne. Je veux dire, il sait tout faire, il peut prendre le ballon, aller sur 50. Il crée des passes qui n'existent pas. Il crée des passes dans des intervalles, il peut courir sur 50 mètres. Voilà. Lucas Sardi. Et tu vois, si on parle d'un Müller sous-côté, pour moi, De Bruyne est un tout petit peu sur-côté. Parce qu'il est beau, il est très élégant, il sait tout faire, mais il ne fait pas gagner son équipe. C'est un foot romantique, lui. Voilà, c'est un peu le symbole pour moi de ce City qui n'arrive pas en Coupe d'Europe. Et si tu me mets un Müller ou un De Bruyne et tu me dis choisis qui tu veux dans ton équipe, moi je prends un Müller à chaque fois. Peut-être, mais en tout cas, De Bruyne, avec une défense inexistante, De Bruyne, en tout cas, arrive à faire de City toujours un top club. Meilleur classement au Ballon d'Or pour Kevin De Bruyne, c'est en 2018, quand il fait 3e avec la Coupe du Monde, avec la Belgique, en Coupe du Monde. Mention à Sergio Ramos. Il avait 9e. Moi, je pensais Ramos. On n'a pas le temps de vous expliquer pourquoi. Promis, je vous explique la semaine prochaine. On passe à l'invité de la semaine. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité est international français participant à la Coupe du Monde 2019 au Japon. Cyril Baille est un pilier du Stade Toulousain au sens propre comme au sens figuré. Il est même champion de France en 2019 et nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Cyril, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous bien. La première question va être très simple mais finalement importante quand on voit le nombre de matchs qu'il y a en ce moment. Comment physiquement vous allez avec cet enchaînement de matchs et avec le Stade Toulousain et avec l'équipe de France ? Ça va très bien, hein. C'est toujours mieux quand on joue. Je pense qu'on a quand même de la chance avec le contexte actuel de pouvoir jouer et s'épanouir aussi avec les collègues, de faire des matchs de haut niveau. Donc on ne va pas se plaindre. C'est sûr qu'il y a beaucoup de matchs et beaucoup d'enchaînements de matchs, mais il faut faire attention aussi à son corps. Mais on essaie avec la récup de faire un maximum de récup et d'être le plus performant pour le week-end. Il y a une préparation particulière. Beaucoup de sportifs dans d'autres sports pensent ne pas être dans une nouvelle saison. Il y a eu l'arrêt du top 14 pour parler du rugby, où vous êtes d'ailleurs toujours le tenant du titre. Il y a eu la poursuite finalement de la Champions Cup la saison suivante, en début de saison suivante, c'est-à-dire quand la saison de 2021 a commencé, vous avez terminé la Champions Cup 2020. Est-ce que c'est votre cas dans votre tête, vous dites c'est pas une nouvelle saison ? Non, mais surtout par rapport à la Champions Cup, je pense qu'on avait aussi à cœur de la terminer et ça a été terminé puisqu'il y a eu un gagnant, il y a eu une finale et un gagnant et là on rattaque sur des matchs de poule, donc je pense qu'on a basculé sur une nouvelle compétition. C'est ce qui vous a manqué au top 14 finalement. C'est regrettable pour vous de ne pas être allé au bout du top 14 et finalement de ne pas avoir un vainqueur dans cette saison 2020 ? Ouais, c'est toujours regrettable, c'est clair. Après c'est vrai que les conditions étaient très difficiles. Voilà, déjà on a eu la chance quand même de pouvoir attaquer dès le mois d'août les premiers matchs du top 14, donc voilà. Malheureusement par rapport au contexte actuel on n'a pas pu finir cette saison 2019-2020, mais voilà, il y en a une nouvelle qui arrive et je pense qu'on s'est tous bien préparés, tous les clubs, pour repartir de plus belle. Le contexte actuel, comme vous l'avez dit, bien évidemment, c'est le Covid-19. Comment ça se gère au quotidien pour un sportif de haut niveau ? J'ai employé le terme, désolé, mais est-ce que c'est pas chiant finalement au quotidien ? Comme je vous disais, moi je pense que je regarde surtout aussi les gens, comment c'est difficile pour les restaurateurs, les gens dans la vie de tous les jours. Nous on est quand même des privilégiés, donc on s'adapte aussi à ce qu'on nous dit de faire. On essaie de faire le plus attention possible, mais on a quand même cette chance-là de pouvoir continuer à faire notre métier. Donc non, c'est pas cher, il faut juste s'adapter et faire attention aux gestes barrières, de s'exposer le moins possible. Et on a quand même cette chance-là de pouvoir jouer les matchs et de faire le sport qu'on aime. Toujours sur vous personnellement et promis, après on parlera collectivement et de l'équipe de France et du Stade Toulousain. Vous êtes au club depuis 2012 au Stade Toulousain, l'un des plus anciens de l'effectif. Quel est votre rôle au sein de cet effectif ? Ouais, c'est vrai que ça commence à faire peur. Ça date, hein. On commence à te dire que c'est le plus ancien, c'est que voilà. Mais non, j'essaye. Moi, je suis pas de nature trop à parler avant les entraînements, les matchs, tout ça. Mais
voilà, j'essaye d'être bienveillant un peu avec tout le monde et de rassurer aussi les plus jeunes qui arrivent, parce qu'on a été aussi dans leur cas. Et voilà, qu'ils aient aussi leur mot à dire et qu'ils soient le plus en confiance possible pour nous aider, qu'ils soient un moteur aussi pour l'équipe, c'est très important. Je l'ai dit dans la présentation, vous êtes international français en 2016. D'ailleurs, un premier match au Stadium contre les Samoa, si ma mémoire est bonne. Il y a eu la Coupe du Monde 2019, une défaite malheureusement en quart de finale de la Coupe du Monde contre le Pays de Galles. Vous allez tout faire, j'imagine, et vous êtes un pilier aussi de l'équipe de France de rugby pour être à la Coupe du Monde 2023 en France. Justement, vous me voyez venir, il y a eu le tirage au sort tout à l'heure de la Coupe du Monde. Vous êtes dans le groupe A avec l'Italie, l'Amérique, un qualifié de l'Amérique 1, un qualifié de l'Amérique de l'Afrique 1 et la Nouvelle-Zélande. Comment vous jugez, vous, ce tirage ? On le juge, de toute façon, c'est un tirage au sort, donc on savait très bien qu'on allait aussi avoir par rapport dans le tirage où on était, on allait avoir un des 4 grosses nations, donc voilà, c'est tombé sur les All Blacks. Et après, si on veut faire de cette Coupe du Monde quelque chose de grand, on sera obligé de battre tout le monde, donc on a les Blacks dans la poule. Je pense que voilà, ça nous permettra aussi de nous jauger et de savoir où on en est, mais avant ça, voilà, il y a 2 ans et demi, ça peut paraître près, mais c'est long aussi à la fois parce qu'il va y avoir des matchs très importants pour essayer de se mettre en confiance et de monter en puissance, mais en tout cas, ce serait une poule très relevée et il faudra tout donner pour être en haut du classement. Dans les coups de cœur et les coups de gueule en début d'émission, Lucas Serdic, son coup de gueule, c'était sur ce tirage au sort de la Coupe du Monde. Pas le tirage en soi, mais le fait que ce soit 3 ans avant la Coupe du Monde. Est-ce que vous partagez, vous, cet avis que c'est un peu dommage d'être de 3 ans avant la Coupe du Monde, que les chapeaux, les têtes de série soient déjà donnés 3 ans avant la Coupe du Monde? Et vous l'avez dit, et vous êtes mieux placé que nous pour savoir que tout peut aller très vite déjà en une saison, alors en 3, c'est inimaginable. Vous êtes d'accord avec ça, que c'est un peu dommage qu'il y ait 3 ans? Ça a toujours été fait comme ça, donc nous après on s'adapte et au moins aussi l'avantage qu'il y a, c'est qu'on sait aussi contre qui on va tomber et qu'on peut aussi se préparer pour ça, donc voilà, après je vais pas juger sur ça, je pense que ça a toujours été fait comme ça, c'est comme ça et ça a été tiré comme ça. Bon. Question d'un chroniqueur, Lucas Serdic. Oui, bonjour Cyril. Bonjour. On a l'impression aujourd'hui que l'équipe de France a acquis beaucoup de certitudes là, sur la dernière année. Si la Coupe du Monde était là dans quelques mois, vous voyez la poule que vous avez avec la Nouvelle-Zélande. Vous vous dites quoi? Vous dites que là, il y a moyen de taper tout le monde. Est-ce que vous sentez que vous êtes en train de changer de statut un peu? Non, mais cette année, elle a été bien parce qu'il y a eu pas mal de victoires. Donc c'est clair que voilà, les victoires amènent la confiance. Mais comme je disais, là, la Coupe du Monde, elle est dans 3 ans, elle n'est pas dans quelques mois, donc on ne peut pas se rejeter comme ça. Mais voilà, il faut qu'on continue de grandir. Il ne faut pas qu'on se prenne pour d'autres. Je pense que vous aimeriez bien vous mesurer un petit peu All Black là, justement pour valider un petit peu tout ça. On va y être amené à se mesurer donc avant la Coupe du Monde. Donc on verra aussi où c'est qu'on en est. Il y a une tournée qui est en Australie aussi cet été, donc voilà, il y aura des gros matchs. Il y a un tournoi de destination où il va y avoir des gros matchs, donc voilà, il faut pas s'arrêter là. On a fait une bonne saison 2020, mais il faut continuer à travailler comme on le fait, et écouter les consignes et travailler chacun aussi en club parce que c'est très important. Et je pense que ce qui fait la force de ce groupe, c'est qu'on soit soudés, continuer aussi d'avoir beaucoup aussi d'effectifs comme on a pu le voir il y a eu 60 joueurs qui ont été utilisés et tout le monde a fait des gros matchs, donc c'est très bien pour l'équipe de France, c'est un moteur pour l'équipe de France, donc voilà, c'est bien, ça nous tire aussi la bourre entre nous, donc c'est bien, il faut continuer comme ça, il ne faut pas qu'on s'emballe. Là il y a eu cette liste qui a été annoncée et il faut qu'on continue à bosser comme on le fait et prendre les matchs les uns après les autres. Et vous l'avez dit, pour jouer en équipe de France, il faut être bon en club. Justement, le Stade Toulousain, 2e du top 14, victorieux vendredi, on en parlera tout à l'heure en début de Champions Cup dans la nouvelle version. Comment vous jugez le début de saison du Stade Toulousain en championnat? On est dans les clous. Après, certains d'autres clubs n'ont pas joué tous leurs matchs aussi, donc il faudra voir aussi quand tous les matchs seront joués. Mais on est sur un bilan plutôt positif puisqu'on a plus de victoires que de défaites. Donc à partir de là, c'est plutôt positif. On a été chercher aussi des victoires importantes à l'extérieur. On a eu un petit revers à domicile, mais voilà, ça a vite été corrigé avec beaucoup de caractère après. Et après, le week-end dernier, on a bien commencé aussi
notre campagne européenne avec un déplacement face à une très solide équipe d'Ulster qu'on connaît puisqu'on les a joués pas mal de temps sur les 5 dernières années, donc on les connaît bien, et c'est sûr que de revenir d'Irlande avec ce point de bonus nous fait du bien, mais voilà, là il y a un gros morceau qui arrive encore ce week-end, donc là aussi il faut prendre les matchs les uns après les autres parce que on a des gros morceaux tout le week-end. On en parlera d'Exeter dimanche prochain, mais juste avant, est-ce que le Stade Toulousain a les moyens cette saison de jouer sur les deux tableaux, et le Top 14 et la Champions Cup? Et si oui, sinon, est-ce qu'il y a quand même une priorité au sein de l'effectif de jouer peut-être plus la Champions Cup ou plus le Top 14? Non, vous savez, je pense que déjà l'objectif c'est de continuer à gagner comme on le fait, ensemble en équipe. Voilà, et après, on essaie d'aller le plus loin possible, mais maintenant 3 jours, on se le dit, de faire le maximum pour aller le plus loin possible et de vivre aussi une expérience humaine entre nous, de s'écrire notre histoire. Donc voilà, on va pas commencer à calculer maintenant. De toute façon, on sait que si on veut aller le plus loin possible, il faut gagner les matchs. Donc on sait que tous les week-ends, mais c'est à chaque fois une remise en question et un nouveau match qui arrive avec... je pense que maintenant, même en top 14, il n'y a pas de petite équipe. Tous les déplacements sont difficiles, toutes les réceptions sont difficiles. Donc, il faut prendre les matchs les uns après les autres. Et pour l'instant, il faut qu'on continue à bosser comme on le fait aussi. Il y a eu la Coupe d'Europe sous une nouvelle version. Vous l'avez commencé vendredi par une victoire. Vous me voyez venir aussi sur cette nouvelle version de la Coupe d'Europe, décriée par les fans, par les observateurs. Mais qu'en pensent les joueurs professionnels, ceux qui sont sur le terrain? Que pensez-vous de cette nouvelle formule de la Champions Cup? Nous, écoutez, on en est content parce que si on aurait pris le classement du dernier top 14, on n'aurait pas été dedans. Donc, cette nouvelle formule nous a arrangé. Après, c'est clair que c'est pas évident parce que malheureusement, tu n'as pas trop le droit à l'erreur. C'est vrai qu'en temps normal, avec les poules normales, tu n'as pas trop le droit à l'erreur sur une défaite qui peut te mettre dedans. Et là, c'est vrai que c'est encore plus difficile parce qu'il n'y a que 4 matchs au final. Et voilà, aussi, ça laisse le temps à pas trop calculer et à tout envoyer et essayer de faire le maximum pour gagner les matchs. Vous l'avez dit, c'est un format où la défaite est interdite. Alors bien évidemment, le mot défaite dans le milieu professionnel, c'est interdit de le prononcer, mais vous avez évité le piège irlandais vendredi soir. Gagner, c'est toujours bien évidemment, mais est-ce que gagner dans des conditions, le climat, l'adversaire, permet d'être lancé directement et d'être mieux lancé, mieux investi dans cette Champions Cup? Non, je pense pas que ce climat entre ce soit. On a eu deux week-ends difficiles par rapport au climat. Je peux vous dire, à Bayonne, il faisait aussi très très froid. Et c'était assez chaud comme match. Mais non, je pense que c'est surtout le match, le contenu du match qui a été bien parce qu'on a été quand même sur les 10 premières minutes dominés. On prend 2 essais et on n'a pas baissé les bras. Donc c'est cet état d'esprit qu'il faut garder. Et pour les matchs qui arrivent, en plus, il va falloir en avoir parce que quand on a vu le résultat d'Exeter, on sait qu'ils sont prêts les mecs. Donc voilà, à nous aussi de répondre au présent. Et enfin, pour terminer, Cyril, dimanche, il y a toujours la Champions Cup contre Exeter, le tenant du titre, le champion d'Europe en titre, et surtout votre bourreau en demi-finale lors de la dernière Champions Cup. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche dimanche prochain? Sentiment de revanche, on sait que il faut qu'on passe devant eux pour se qualifier. Donc, bien sûr, on a cette demi-finale aussi parce que ça avait été un match très difficile où on avait quand même pris une leçon de rugby sur l'engagement, les jeux de 3 quarts de devant. On avait été pris un peu partout et c'est vrai que ça nous avait fait pendant une semaine, 15 jours un peu mal à la tête parce que on avait quand même fait un bon quart de finale et cette demi-finale nous avait laissé un goût un peu d'inachevé. Donc on a envie bien sûr de se remesurer à eux et de faire un gros match. Et on sait que ils répondront aussi présents parce que c'est une équipe qui est impressionnante depuis 2-3 ans et ils maîtrisent bien le rugby. Donc c'est des bons matchs à jouer, je pense, pour tout le monde et il nous tente vraiment dimanche de le jouer. Et bon courage pour dimanche. Merci beaucoup Cyril Bay. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien. Bon courage bien évidemment avec le Stade Toulousain et avec surtout le 15 de France. Messieurs, pour terminer, il nous reste 50 secondes. On a un peu parlé des clubs en Champions Cup pour terminer. Juste un mot sur le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain, Cyril Bay vient de nous le dire. Est-ce que le Stade Toulousain peut aller jouer les deux tableaux? Ouais, je voulais l'interroger un petit peu là-dessus, puisqu'on parlait d'effectifs et de profondeur d'effectifs. Il faut le dire que la première ligne, il y a 6 joueurs, c'est 6 internationaux. C'est-à-dire que quand il y avait les frères Marchand et Cyril Bay qui ont été rappelés à Toulouse, ils ont envoyé Netti, Aldeguerri et Movaka. Donc, niveau profondeur de banc, on est pas mal au Stade Toulousain. Et donc, s'il y a un club qui peut jouer sur les 2 tableaux, je pense que c'est eux, vu comment ils s'en sont sortis là pendant cette période un peu internationale. Dernier titre européen
européen du Stade Toulousain. C'est 2010, ça va faire 11 ans. C'est déjà très très long pour un club comme le Stade Toulousain. Merci beaucoup messieurs. Merci à Coraline et Romain à la réalisation. Merci à vous messieurs et on se retrouve nous lundi prochain pour la dernière saison de l'année à lundi.